nous allons parler des approches managériales. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière cette classification d'approches managériales? En fait, différentes théories qui ont toutes en commun de donner un certain nombre de principes ou de préceptes en matière de management des hommes, de direction des hommes. Voilà ce qui, en quelque sorte, unit ces différentes théories. Alors, on verra, donc c'est une approche assez chronologique en fait. Donc, on verra d'abord le rôle de Sloan et ce qu'il pense de la décentralisation de la décision. Ensuite, nous verrons la théorie d'Octave Gélinier concernant la politique de la direction. Donc, il s'agit là, à proprement parler, d'une théorie complète de la direction de l'entreprise. Peter Ferdinand Drucker, les missions du manager. Donc là, on est en plein dans le cœur du sujet, à savoir quels sont les principes de management que l'on doit adopter. Et l'introduction de quelque chose qui est très important, la DPO, la direction par objectif. Peter C. Waterman, là on est sur des théories qui sont plus contemporaines, puisque Peter C. Waterman, c'est les années 80-90, avec un best-seller et un modèle derrière le best-seller qui s'appelle l'excellence de l'entreprise, donc voir qu'est-ce qui provoque la réussite des entreprises en termes de management. Enfin, Archer et Seriex, auteurs français, sociologues des organisations français, et qui, eux aussi, sont les inventeurs d'un nouveau modèle d'organisation, en fait, qui se définit en contrepoint des caractéristiques de l'entreprise taylorienne, et c'est ce que les auteurs appellent l'entreprise du troisième type. Alors, pour commencer, Sloan et la décentralisation. Donc, que nous dit Sloan? Bien, d'abord, Sloan, c'est un ingénieur américain qui travaille chez General Motors. Et c'est un fervent partisan de la décentralisation de la décision et de son corollaire, la délégation de pouvoir. Alors, vous comprenez qu'on est obligé de confier un pouvoir ou une autorité à quelqu'un dès lors qu'on lui demande de prendre une décision à notre place. Et la décision décentralisée, c'est ça, c'est faire prendre les décisions au meilleur niveau de l'organisation, si vous voulez, donc généralement près de l'action. Et donc c'est la ligne hiérarchique qui va déléguer une partie de son autorité pour cela. Pourquoi la décentralisation? Quels sont les intérêts de la décentralisation de la décision? Eh bien, d'une part, ça permet de provoquer la responsabilité des salariés, parce que celui qui décide, évidemment, est responsable de sa décision. Ça crée plus d'initiatives, effectivement, en multipliant les sources de décision et surtout en collant la décision au terrain, c'est-à-dire là où elle doit s'appliquer, eh bien, c'est source de richesse, source de créativité, source d'initiative. Et donc c'est très intéressant, à la fois pour la qualité de la décision, mais aussi pour la motivation des hommes qui prennent ces décisions. Autonomie, évidemment, plus il y a une grande liberté par rapport à la décision pour les individus, et plus ces individus sont autonomes dans leur travail. Et on sait que le désir d'autonomie est quelque chose qui est revendiqué par les salariés. Enfin, flexibilité, et oui, la décision est beaucoup plus efficace, notamment parce qu'elle va s'adapter assez finement à la réalité du problème rencontré, parce qu'elle est prise à la proximité du problème rencontré. Donc, un système de décision qui devient plus flexible et donc beaucoup plus efficient. En conséquence, et c'est pour ça qu'il faut mettre en place, autant que faire se peut, ce principe de décentralisation, eh bien, une organisation décentralisée doit être plus performante qu'une organisation centralisée. Donc voilà les grands principes de Sloan. Alors quelles sont finalement les conséquences de cette décentralisation sur la vie des organisations? Eh bien, elle va nécessiter, en contrepartie, une grande coordination, puisque plus vous laissez les hommes autonomes et responsables dans l'entreprise, et plus, évidemment, vous êtes obligé de contrôler, de coordonner. C'est la contrepartie de l'autonomie. Donc, grande coordination, ce qui suppose déjà une supervision des résultats. Le mode de contrôle
le plus efficace de la pertinence des décisions, c'est de regarder à quels résultats ont abouti ces décisions. Donc vous allez avoir des systèmes de tableau de bord sur des résultats obtenus par rapport à des objectifs confiés. Voilà comment fonctionne concrètement la décentralisation. Alors cette supervision, c'est-à-dire ce contrôle, je vous rappelle, plus ou moins étroit d'un subordonné par un supérieur hiérarchique, elle peut presque se passer de présence humaine, ou en tous les cas, elle s'accompagne d'autres outils que la supervision directe et humaine, notamment par la mise en place de méthodes de gestion standardisées, c'est-à-dire qu'on va diffuser dans l'organisation à tous les organes qui participent à la décision décentralisée, eh bien, on va diffuser des tableaux de bord qui vont être plus ou moins standardisés, et qui sont les documents, justement, qui permettent de rendre compte de la pertinence des décisions prises, c'est-à-dire de la différence entre les résultats obtenus et les objectifs qui ont été confiés. Ça suppose aussi, par exemple, une certaine autonomie structurelle des différentes activités de l'entreprise, avec la définition, c'est des problématiques qui sont très courantes en contrôle de gestion, ça d'ailleurs, avec la définition de centres de profit et de centres de coûts, parce que les objectifs que l'on va confier à ces centres de profit ou de coûts, eh bien, ils sont spécifiques, donc il va bien falloir dessiner dans l'entreprise des ensembles homogènes auxquels vont s'appliquer des objectifs dont les salariés vont avoir la charge de l'exécution. Donc cette idée de définition de centre de profit ou de coûts. Et puis, on va procéder au contrôle et à l'analyse des écarts sur objectifs. Donc le contrôle pour voir si effectivement les décisions étaient pertinentes, et l'analyse qui va consister à mettre des actions correctrices en œuvre, de manière à, dans le futur, améliorer la qualité des décisions prises. Donc on le voit, cette décentralisation qui est souhaitable pour tous les avantages qu'elle peut conférer, bien mise en évidence par Sloan. Je vous rappelle quand même que Sloan, c'est la première partie du XXe siècle. Donc c'est des théories déjà qui sont très très avancées pour cette époque-là. Donc de nombreux avantages, mais ces avantages s'accompagnent donc aussi de contraintes organisationnelles et managériales.